Chers amis, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de médecine traditionnelle chinoise. On me pose souvent des questions, mais moi je suis pas le plus à même de répondre à ça. Voilà, parfois je parle de mon vécu, mais j'avais envie aujourd'hui de faire appel à un expert, à un professionnel même de la médecine traditionnelle chinoise pour répondre à vos questions. Qu'est-ce que c'est? Quand est-ce qu'il faut utiliser la médecine traditionnelle chinoise ou l'occidentale? Qu'est-ce que ça soigne? Entre guillemets, on en reparlera. Ce genre de choses. Donc aujourd'hui, j'accueille sur cette vidéo Laurent Chenot. Laurent, bonjour. Est-ce que tu pourrais te présenter rapidement et nous expliquer pourquoi est-ce que tu as crédibilité aussi à parler de cette thématique? Bonjour Cédric, bonjour à tous. D'abord, merci de ton appel et de me permettre de m'exprimer. Alors, comme tu l'as annoncé, je m'appelle Laurent Chenot, je suis thérapeute, auteur, formateur. Je suis basé dans l'Est de la France. Je suis praticien de médecine traditionnelle chinoise depuis, on va dire, j'allais dire professionnellement. En tout cas, le cabinet, je reçois des patients au cabinet depuis 2010, quotidiennement. Je dis quotidiennement parce que ça a commencé bien avant, puisqu'avant, pendant la formation, on a de la pratique entre élèves. Puis après, comme beaucoup dans ce genre de pratique, on s'exerce sur nos cobayes en famille, autour de nous. Voilà, on choisit les pauvres malheureux cobayes. Et puis après, il y a le clinica aussi, la pratique. Après la fin des études, il y a une partie pratique, bien sûr, comme beaucoup d'études médicales. Donc, mais ça fait, voilà, donc depuis, on va dire 2010 très exactement, que je reçois des patients ici au cabinet tous les jours. Donc, moi, je suis plutôt, on va dire, dans une pratique plutôt généraliste. Je suis pas spécialisé dans une branche, puisque en médecine traditionnelle chinoise aussi, il peut y avoir des spécialités. Comme il y a des gens qui s'occupent. J'ai des collègues de promotion à l'époque là qui s'occupent plus particulièrement des enfants ou des choses comme ça. Donc il y a aussi des spécialistes en médecine traditionnelle chinoise, bien sûr. Moi, j'ai plutôt une vision dans ma pratique au cabinet plutôt généraliste. Je reçois des gens pour beaucoup de motifs. On en parlera peut-être après dans ce qu'on peut traiter. Alors moi, pour la petite histoire, ce n'est pas ma formation initiale, en fait. Ah oui? Oui, c'est pas ma formation initiale. Non. À l'origine, moi, j'ai une formation plutôt scientifique, technique et scientifique. J'avais fait des études en chimie organique et transformation des matières plastiques. Et puis j'ai commencé en fait ma carrière professionnelle dans l'industrie automobile, un peu comme beaucoup de gens, j'allais dire ici dans ma région. C'est plutôt le secteur de l'automobile. Et puis j'ai rencontré moi la médecine traditionnelle chinoise. La première rencontre, en fait, comme beaucoup de Français d'ailleurs, c'est faite pour moi parce que j'étais à une époque quand j'avais une vingtaine d'années, j'avais pas mal de soucis digestifs, sans rentrer dans les détails. Mais voilà, j'étais sujet à pas mal de soucis digestifs et en particulier au niveau de l'estomac, beaucoup d'acidité, beaucoup de problèmes qui engendraient beaucoup d'autres problèmes. J'ai, comme beaucoup de Français, j'ai consulté mon médecin à l'époque. Mon médecin généraliste qui m'a envoyé vers un spécialiste et puis m'avait donné des médicaments anti-acides, voilà. On m'avait, comme je pense beaucoup d'entre vous qui ont eu ce genre d'expérience, on soignait mes symptômes. Et voilà, ouais. Et alors ce qui me faisait, j'allais dire, du bien pendant un temps. Et puis après, je voyais bien que ma foi, ça revenait et mes crises revenaient. Et puis un jour, il y a eu vraiment, je peux dire un déclic où il y a eu une crise qui a été un peu plus forte parce que j'avais vraiment des douleurs assez fortes. Puis il y a eu un déclic et puisque ça faisait quelque temps que je faisais pas mal d'examens chez un gastro-entérologue, j'avais fait une fibroscopie, et à chaque fois on me disait, mais non, monsieur, vous êtes en parfaite santé, tout va bien, vous avez rien, tout allait toujours bien, en fait. Et voilà, et ça contrastait puisque en fait, si tu veux, ça allait bien. Et d'un autre côté, moi, je souffrais de plus en plus et j'avais de plus en plus de symptômes attachés à ces crises digestives. J'avais des gingivites, je faisais des boutons de fièvre régulièrement au niveau de la bouche, au niveau de l'intestin, c'était pas terrible non plus. Bref, j'avais une palanquée de symptômes qui s'accumulaient. Et un jour, il y a eu vraiment un déclic. Alors, si mes souvenirs sont bons, après une crise
digestives douloureuses, physiques, et il y avait aussi à l'époque je vais dire un souci plus psychologique entre guillemets, c'est que ça commençait à être vraiment problématique dans le sens où à chaque fois que je commençais à vouloir aller manger, mais c'était vraiment le stress et l'angoisse, tu vois, de me dire mais qu'est-ce que je vais manger, quelle connerie je vais faire, qu'est-ce que je vais manger comme aliment qui va pas aller et qui va me déclencher une crise. Donc j'étais dans le stress permanent à un moment donné de me dire mais ça, qu'est-ce qui va me tomber sur le dos. Et donc ça allait vraiment pas fort tant au niveau physique que psychique du coup, et ça contrastait avec les médecins qui me disaient ben voilà non mais tout va bien monsieur, vous êtes parfait. Ah bon? Et donc il y a un moment donné, voilà, il y a un moment donné, tu te dis non, il y a un moment donné, tu te réveilles ou un matin, tu dis non, il y a quelque chose qui va pas. Il y a un truc que mon médecin ne voit pas, ou il y a un truc qui va pas. Ça peut pas aller bien. Je peux pas souffrir comme ça et que ça aille bien. Il y a un truc qui déconne. Et il y a par hasard, il y a une amie un jour qui m'a dit, écoute, je vais en consultation, c'était du côté de Strasbourg, vers un médecin traditionnel chinois. Est-ce que tu veux venir avec moi? J'ai dit, allez, banco. Et j'ai été le voir, et c'est lui qui a commencé à m'expliquer comment fonctionnait l'estomac, comment fonctionnait la digestion, vu d'un point de vue de la médecine traditionnelle chinoise. C'est lui qui m'a expliqué que voilà, c'était effectivement il y avait les aliments, mais il y avait aussi à l'époque mon caractère très nerveux qui influençait particulièrement beaucoup sur mes problèmes d'acidité gastrique, de feu de l'estomac. Weihou, comme on dit en médecine chinoise. Tout à fait. Voilà, donc il y avait mon caractère, ma façon de vivre, et pas que mes aliments. Et donc à la première consultation, voilà, et il m'a expliqué ce qui a été vraiment et c'est un peu la force, j'allais dire, de la médecine traditionnelle chinoise, c'est qu'il m'a expliqué comment tout fonctionnait et comment tout s'imbrique, les choses les unes dans les autres, c'est-à-dire le moral, l'état intérieur, la nourriture, bien sûr. C'est lui qui m'avait expliqué. Il m'a dit, mais attends, tes gingivites et tes problèmes de bouche, tu verras, ça vient directement du feu de l'estomac. Tu verras, on va traiter le feu de l'estomac, la bouche, ça va s'arrêter, les gingivites vont s'arrêter, ça va s'arrêter de saigner. Et donc, il m'a, au cours de la consultation, un peu expliqué tout l'environnement, alors l'environnement interne, mais aussi l'interne et l'externe, comment ça s'articule entre l'intérieur et l'extérieur. Et effectivement, ce qui a été bluffant, c'est quand on a traité avec les plantes ou les brûlures d'estomac, je n'ai plus jamais eu de gingivite, mais mes gencives n'ont plus jamais saigné. Il m'avait conseillé à l'époque, c'est à cette époque-là que j'ai commencé à démarrer le Tai Chi Chuan, que je pratique depuis bientôt une vingtaine d'années aussi. Et là, ça a été pour moi vraiment quelque chose, voilà, ça a été le déclic. Le déclic, ouais, le déclic et un peu la révélation, j'allais te dire. En disant, oula, oui, lui, il a compris quelque chose en profondeur que les autres ne m'ont pas montré. Et là, depuis ce coup-là, c'était parti. Donc les soins se sont enchaînés, les formations aussi. Je suis d'une nature assez curieux et j'ai commencé à faire des formations en massage, des formations. Et puis après, j'ai décidé de reprendre des études de médecine traditionnelle chinoise complète, intégrale, près d'une école qui s'appelle le Cèdre, qui est basée en Bretagne, en France. Et puis voilà, j'avais mis le doigt dedans et la main, et j'ai plongé dans cette tradition. Toutes mes études, je les ai fait pendant que je continuais à travailler. En fait, j'étais toujours au travail dans l'industrie. Il y a eu des années d'ailleurs, c'était un peu compliqué de tout gérer et tout faire en même temps. Et puis j'allais dire, moi j'ai eu alors j'étais pas, à dire vrai, je n'étais pas parti spécialement. Alors à l'époque, quand j'ai quitté l'industrie automobile, j'étais pas forcément parti au départ pour ouvrir un cabinet. En fait. Comme beaucoup d'entre nous d'ailleurs, quand on commence ce genre de truc, c'est avant tout pour nous, pour notre famille, on fait ça, voilà. Et j'avais bien à l'époque dans l'idée que je finirais pas ma vie dans l'industrie automobile. ça je le savais. Ah ouais. C'était bien déjà assez clair, mais j'avais pas prévu, tu vois, j'avais pas de timing ou de choses, voilà, timé comme ça, à dire voilà, en 2010, j'ouvre mon cabinet, tu vois, c'était pas clair comme ça. Et puis la vie fait comme les Chinois disent, il y a le ligne du ciel qui est là et qui fait. Il y a eu dans l'entreprise où je travaillais, il y a eu
j'allais dire un plan social. Oh, faut pas dire ça. C'était un plan ils appelaient ça GPE, c'est gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Et puis, ils proposent, c'est plus joli, ça fait plus sérieux. Et ils proposaient alors à des gens qui étaient proches de la retraite de partir un peu plus tôt. Et puis, alors moi j'ai été les voir en disant, écoutez, voilà, moi, si vous proposez une aide pour partir, moi potentiellement j'ai un projet professionnel. Il me restait une année, un peu plus d'une année pour terminer les études de médecine chinoise. Enfin, en tout cas, bien zen, la partie diagnostic pratique de l'acupuncture. Et voilà, j'ai présenté un plan en fait à mon RH chez moi et je leur ai dit voilà, moi j'ai un projet de reconversion professionnelle. Est-ce que vous seriez partant pour m'accompagner là-dedans? Alors moi j'ai eu la chance, si tu veux, de bien tomber. J'ai eu la chance d'être en France puisque c'est clair qu'on avait bien aidé pour ça. Et d'être tombé à un moment donné où j'étais dans une grosse structure, c'est une grosse entreprise, hein, j'étais dans un gros groupe qui a pu m'accompagner là-dedans avec un parcours et puis des aides financières, puisque en fait moi à l'époque j'avais été licencié économique, donc j'ai pu toucher des aides financières le temps de ma reconversion. Et puis du coup voilà, ça s'est fait à ce moment-là comme ça, et j'ai démarré officiellement le cabinet en 2010, voilà. Et depuis, donc mon activité ne s'est pas, voilà, il y a eu le démarrage du cabinet, et puis petit à petit, avec le nombre de patients qui grandit, les demandes aussi, je suis comme toi, Cédric, les gens au cabinet me posent plein de questions, ont des demandes et ne s'arrêtent pas. Moi, j'ai des gens, j'ai vraiment une très chouette patientèle, et ça, c'est vraiment j'ai des gens qui sont très impliqués dans leur santé, des gens qui viennent chez moi sont des gens qui sont très impliqués dans leur santé, qui sont aux demandes et qui ne sont pas passifs, j'allais dire, au niveau de leur santé. C'est des gens souvent qui veulent apprendre, et qui ont souvent, comme moi, un assez fort désir d'autonomie au niveau de leur santé, je parle, hein. Et donc du coup, voilà, l'activité du cabinet s'est étoffée après dans les formations. Alors au départ dans des petites interventions type atelier de découverte ou atelier de choses comme ça sur la diététique, donc c'était les petits ateliers de 2 heures, 3 heures, voilà. Et puis après il y a eu des formations plus conséquentes qui donc la partie formateur s'est développée. Et puis très récemment, effectivement, l'écriture du livre, et de plusieurs livres d'ailleurs, il y en a un autre en préparation, mais on en reparlera, je crois, après. Ça marche. Voilà un petit peu mon histoire de la MTC. Voilà, ton histoire, ton parcours, et puis donc maintenant, quasiment une dizaine d'années de pratique en cabinet, des formations, et aussi auteur. J'ai vu que tu passais aussi parfois dans la presse, la radio, ce genre de choses. C'est un truc de dingue, un truc de dingue. Ok. Alors, première question, parce que je sais qu'il y a des gens qui regardent ça, et puis comme moi aussi, avant de découvrir l'acupuncture, ce genre de choses, c'est un petit peu mystique, tu vois. Et puis, au final, tu te poses une question qui est très bête, mais à laquelle on ne trouve pas beaucoup de réponses. C'est, au final, qu'est-ce que c'est la MTC, tu vois? Qu'est-ce que c'est la médecine traditionnelle chinoise, plutôt, en abrégé MTC? En quoi elle est différente de la médecine occidentale qu'on a, nous, chez nous? Quels sont les concepts? Pourquoi est-ce que c'est intéressant de s'y intéresser? Ouais. Alors, c'est vrai qu'au cabinet aussi, on pose souvent cette question. Alors, il y a, j'allais dire, il y a plein de façons de répondre à cette question, mais dans tous les cas, la médecine traditionnelle chinoise, avant tout, ce que peut-être certaines personnes ne savent pas, c'est que, et je suis souvent surpris quand je dis ça, parce que les gens sont souvent surpris de m'entendre dire ça, c'est un système de soins complet, et c'est une médecine intégrative, c'est-à-dire qu'elle intégrait à l'époque toute la partie aussi bien prophylactique, donc la prévention, comme le traitement des maladies, et c'était un système de essai, et je dis c'était parce que ça a un peu changé aujourd'hui, mais en Chine, puisque aujourd'hui en Chine, je sais pas, tu me contrediras peut-être pas, Cédric, mais en Chine, les deux médecines, médecine occidentale et médecine chinoise, coexistent. Mais en tout cas, à l'époque, il y a de ça plusieurs centaines de milliers d'années, la médecine chinoise était le système de santé du peuple chinois. Et ça représentait une médecine
à part entière. C'était leur médecine. Et la médecine traditionnelle chinoise a soigné des maladies et des maladies qu'on connaît. À l'époque, ben voilà, vous pouvez lire des textes anciens pour ceux qui lisent le chinois. Vous pouvez lire des textes anciens et à l'époque, on parlait déjà de diabète, de la maladie du sucre. On parlait déjà de tumeurs. On parlait pas de cancer, c'est un mot plus, mais on parlait déjà de processus de masse, de processus tumoral. Tout ça, ce sont des choses qui existent et la médecine traditionnelle chinoise traitait ça avec des plantes, avec leurs techniques. Alors à l'époque, on ne faisait pas de statistiques. Je ne peux pas vous dire si c'était plus efficace que ce qu'on fait aujourd'hui, mais dans tous les cas, c'était la médecine chinoise, c'était la médecine, leur médecine, et traitait tous leurs problèmes de santé, l'ensemble de leurs problèmes de santé, aussi bien au niveau quand il y avait une crise, mais surtout en prévention. Alors, la différence, effectivement, puisqu'on parle de prévention, l'idée quand même maîtresse de la médecine traditionnelle chinoise était plutôt, l'idée des anciens, c'était plutôt de dire qu'il est toujours plus facile de rester en bonne santé que de soigner la maladie. Et il y a beaucoup de proverbes chinois qui disent que un bon médecin, c'est le médecin qui maintient en santé, et le médecin qui traite la maladie, c'est un mauvais médecin. Je ne sais plus comment c'est formulé, mais c'est un peu l'idée. Et il y a plusieurs anecdotes d'ailleurs qui racontent et ça s'est vu dans un film français, je ne sais plus comment il s'appelait, mais l'anecdote qui raconte que le médecin était payé à l'époque pour entretenir la santé de la famille et que quand il traitait la maladie, il était plus payé. Alors, ça, c'est comme concept, mais c'est très difficile à imaginer pour nous autres occidentaux, quoi. On se dit, je suis malade, alors je vais au docteur, quoi. Voilà, je suis malade, bossent beaucoup, prennent beaucoup de temps, ont beaucoup de stress, etc. Et c'est seulement quand tout s'écroule qu'ils vont aller voir le docteur. C'est aussi une philosophie plus qu'une médecine comme nous on l'entend en Occident. C'est aussi une façon de vivre, quoi, qui est intéressante à étudier. Tout à fait. C'est exactement ça. Hein. C'est plutôt, il fallait voir et comprendre la médecine traditionnelle chinoise à l'époque plutôt comme un art, j'allais dire, de la santé. Comment je reste en bonne santé et comment j'entretiens ma santé. Alors, c'est plus difficile aujourd'hui, effectivement, de concevoir ça pour nous, puisque nous, notre système, on ne va pas vers la médecine tant qu'on n'a pas des signes et des symptômes de déséquilibre ou une maladie enfin voilà. Et nous, on ne fait appel aux médecins que quand ça va pas. Donc du coup, de fait, maintenant aujourd'hui, les médecins occidentaux sont effectivement des spécialistes de la maladie. C'est pour ça qu'il y a des gens qui me disent, c'est vrai quand on parle par exemple de diététique ou de ce qu'on doit au cabinet ou des exercices qu'on doit faire ou de faire du tai chi ou du yoga, des exercices physiques en tout cas, de s'entretenir. Et des fois, je parle de certains aliments ou de la respiration même, tu vois, des choses. Il y a des gens qui me disent, mais on me dit encore aujourd'hui au cabinet, on me dit, oui, mais mon médecin, il me dit pas ça. Oui. Effectivement, il vous dit pas ça, mais aujourd'hui, comprenez que c'est un peu normal. Ils répondent, alors peut-être bien malgré eux aussi, c'est le système qui a fait que, avec le temps qu'ils ont à vous accorder, avec l'organisation telle que c'est fait, ils ont pas ni le temps ni les moyens forcément aujourd'hui de rentrer beaucoup dans la prévention, et donc c'est vrai qu'ils vont pas forcément vous parler de ça. C'est intéressant toujours de rappeler que la médecine chinoise c'est un système complet. Alors il n'y a pas que la prévention qui était différente avec la médecine occidentale. Il y a aussi effectivement une façon de voir la santé. Et d'une manière générale, il y a vraiment une façon de voir l'être humain différent. Et là, c'est toujours intéressant. Je parle toujours de cette anecdote parce que quand on commence les cours de médecine traditionnelle chinoise, le premier cours que vous faites, ça commence par de la cosmogonie. Donc, quand vous allez étudier quand vous allez étudier la médecine traditionnelle chinoise, les premiers cours, on va commencer à vous parler des planètes. On va commencer à vous parler du système solaire. On va commencer à vous parler des planètes. On va commencer à vous parler des cycles, de comment l'univers se meut, comment il bouge. Comment il vit, comment il se transforme. Alors ça, on vous parle des cycles jour-nuit, bien sûr, sur Terre, mais des 12 segments, pour ceux qui connaissent ça. Voilà. Et on vous parle de l'univers, et puis on va petit à petit aller jusqu'à vous. Donc la Terre, et puis jusqu'à l'homme, et voilà. Donc dans cet esprit, la médecine traditionnelle chinoise considère que l'homme
est intégré dans son environnement et lui va répondre, oui, il va subir effectivement d'une certaine manière, subit les influences et les mouvements de l'univers, les mouvements de son environnement, pas que de la Terre, hein, aussi de la Lune, des planètes, et lui doit s'adapter. Donc, et sa vie sur cette planète va être une recherche d'équilibre, une adaptation et une recherche d'équilibre dans ces mouvements-là, dans ces mouvements génériques de l'univers, du ciel, comme disaient les Chinois. Nous sommes entre le ciel et la terre. Donc nous, on est à ce niveau-là. Donc les Chinois, à l'origine, voyaient plutôt l'enseignement de la médecine partait plutôt du grand tout, de l'extérieur, pour aller jusqu'à l'intérieur. Aujourd'hui, la grande différence, c'est que la médecine occidentale, elle pense, elle va regarder au microscope, elle va regarder à l'intérieur de vous. Elle pense que votre équilibre, il dépend vraiment de et principalement et majoritairement de votre intérieur. Donc la médecine occidentale pense que si vous êtes malade ou si vous avez une maladie, ben ça provient d'un truc de l'intérieur. Ça provient qu'il y a un déséquilibre à l'intérieur de vous, d'un microbe, d'une bactérie, d'un virus qui vous a attaqué, d'aliments que vous digérez pas. Voilà, il y a un truc pour elle à l'intérieur qui se passe qui est pas correct. Et en ça, voilà, il y a deux sens et là il y a deux idéologies assez fortes qui s'opposent. Où la médecine chinoise pense que nous, si nous sommes malades, c'est un problème, c'est que nous n'avons pas respecté, nous ne nous sommes pas adaptés, nous n'avons pas été sages, je vais dire, et nous n'avons pas suivi les cycles printemps, été, automne, hiver. Nous n'avons pas suivi les cycles de l'univers, et si nous sommes malades, bah, c'est à cause de ça. Et la médecine occidentale pense que si nous sommes malades, bah, ça vient plutôt de l'intérieur. Et le déséquilibre part de l'intérieur vers l'extérieur. Alors là aussi, c'est une des différences fondamentales j'allais dire là, c'est plus dans la philosophie de ces deux médecines. J'allais vous dire, ça paraît opposé, mais moi je constate que il y a une part de vérité dans chacune des deux. Nous sommes toujours, quoi qu'on en pense aujourd'hui, même si nous sommes climatisés, même si nous sommes des êtres évolués, néanmoins, nous subissons toujours l'influence solaire, lunaire, C'est ça. Après, des de plus en saisons. plus, la médecine occidentale revient là-dessus et nous parle de la luminothérapie, nous parle des Tout à cycles fait. lunaires et l'influence sur l'humeur, etc. Parce que maintenant, ils ont fait des études, etc. Quelque chose qui était un petit peu rejeté avant et quelque chose pour lequel, par exemple, les Chinois, il y a pas mal de Chinois à toutes les nouvelles lunes et pleines lunes, donc 2 fois par mois, où ils mangent plus légèrement parce qu'ils savent que il y a une influence des cycles lunaires et que ça peut influencer sur l'humeur, ce genre de choses, et sur la santé en général. Et du coup, ils vont avoir tendance à manger végétarien 2 fois par mois, alors qu'ils sont pas végétariens par défaut, mais justement parce qu'ils ont intégré ça. Et petit à petit, ouais, on voit que en Occident, on fait des études, on fait des analyses, on fait des statistiques, etc. Et on se rend compte qu'effectivement, oui, effectivement, maintenant c'est validé. Le soleil influe sur notre sur notre quotidien et la lune aussi, et probablement d'autres choses après derrière. C'est rigolo aussi. Et alors du coup, ce que tu as dit là, et ce que tu as dit aussi avant, quand on parlait de la Chine aussi, et que ce que moi j'ai vécu ici en Thaïlande aussi, c'est que en Chine, par exemple, on a tendance à mettre l'une et l'autre, à utiliser les deux médecines en même temps. Là, moi, j'ai été traité il y a 2 ans pour des soucis ici dans un hôpital qui est vraiment médecine occidentale à 100%. Et ici, c'est vraiment des trucs un peu pas plus occidental, quoi, en Thaïlande. Mais curieusement, mon docteur, qui est un Thaïlandais, il m'a dit, fais attention, essaye de manger ça, fais attention à l'activité physique et des choses comme ça qu'un docteur chinois nous dirait aussi en Asie. En France, je vois beaucoup de Français qui me posent une question qui, pour moi, me paraît un petit peu étrange, peut-être qu'ils te la posent aussi, c'est: est-ce que pour ce problème-là, je devrais utiliser la médecine occidentale ou la médecine traditionnelle chinoise? C'est l'une ou l'autre. Quelle est ta réponse à ça quand on te demande est-ce que c'est une ou l'autre? Qu'est-ce que tu en penses? Comment est-ce que ça te fait réagir? Alors, oui, c'est très juste, Cédric. Et moi aussi, souvent au cabinet, on me demande souvent. Alors, il y a pour un problème de santé particulier, ou il y a des gens aussi maintenant qui ont une tendance et que je trouve pas forcément juste. Quand je dis ça, je ne juge personne, hein, mais il y a des gens aussi qui, en réaction face aux problèmes qu'on a en France et en Europe et aux USA aussi, en Occident, par rapport aux problèmes des médicaments, aux problèmes de la surprescription, au scandale sanitaire qu'on a aujourd'hui, qu'il y a un gros business là derrière, et les gens voient que voilà, ils sont pas forcément bien traités dans le sens médical.
à cause de ça. Il y a des gens qui, un peu par réaction, auraient tendance à de tout rejeter et de dire, moi, je ne veux plus de ça. Du coup, je passe à l'homéopathie, je passe à, voilà. Alors, je comprends, hein, je comprends et ça paraît légitime pour des personnes qui, voilà, qui ont eu des soucis et je comprends cette réaction. Alors, moi, je ne rejette rien. Et pour moi, encore une fois, je le dis souvent et je l'ai écrit dans mon livre, c'est pas ou médecine occidentale ou médecine chinoise. Pour moi, c'est médecine chinoise et médecine occidentale. Pour moi, c'est pas ou l'un ou l'autre. C'est vraiment, on doit avoir, l'idéal serait d'avoir une vision des deux, puisque il y a vraiment la médecine occidentale a des points forts. Elle va pouvoir vous aider. La chirurgie, enfin voilà, on a des chirurgiens qui sont excellents. En Chine aussi, hein, de toute manière. Oui. Et en médecine traditionnelle chinoise, il y a aussi un background ancien en chirurgie aussi. Hein. Il n'y a pas que les Grecs et les Égyptiens qui étaient de bons chirurgiens. Donc voilà, il y a même au niveau de la chimie, il y a des choses qui sont intéressantes à prendre. L'idée, c'est de faire cohabiter les deux de manière plus intelligemment possible, j'allais dire. C'est vrai que, comme je dis toujours, alors c'est caricatural, mais si vous avez un bon mal de tête et que vous devez vous occuper des enfants et que vous devez aller au boulot, bon, ben, prenez un Efferalgan. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ne vous privez pas, n'attendez pas que je vous donne un rendez-vous, que je vous fasse une séance d'acupuncture, parce que ça pourrait être long des fois. Voilà. Enfin, il y a des choses qui me paraissent évidentes. Il y a des bonnes choses dans tout. Oserais-je dire qu'il n'y a pas de mauvaises choses? C'est comme tout, il y a plus de mauvaises utilisations, des utilisations inappropriées que de mauvaises choses. Mais dans tous les cas, moi, ça fait 10 ans que je vois des patients au cabinet. À quelques rares exceptions près, on a toujours pu combiner médecine occidentale et médecine chinoise avec beaucoup d'efficacité et de succès. Alors, je dis à quelques exceptions près parce qu'effectivement, parfois, il y a quand même des cas, et ça c'est vrai, où mais là je l'explique à mes patients, où il va falloir choisir, où on ne pourra pas faire le traitement de médecine occidentale et le traitement de médecine chinoise avec. Je pense en particulier, je vous donne un exemple comme ça parce que c'est un exemple assez courant. Il y en a d'autres, hein, mais ça, il y a en particulier pour vous les femmes qui nous écoutez. Nous, on a dans la partie gynéco, par exemple, si vous avez des problèmes gynéco, souvent en médecine occidentale, on va vous donner des hormones et souvent on propose aux femmes, que les femmes qui ont des fibromes utérins ou des choses comme ça, ou de l'endométriose, on va leur proposer, par exemple, de prendre un traitement hormonal qui va stopper le cycle menstruel, qui va arrêter vos règles, et puis en espérant que les douleurs s'estompent et que le fibrome s'en aille, voilà. Alors, nous, en médecine chinoise, on a plutôt une stratégie qui est de donner des plantes pour aider le corps à travers l'activité du sang, pour aider le corps à éliminer, par exemple, un fibrome, et pour que les plantes puissent agir localement, au niveau de PAO, au niveau de l'utérus, il va falloir que les plantes passent dans le sang et il va falloir et nous, on a besoin du cycle menstruel, là en l'occurrence, pour que les plantes puissent agir et qu'elles fassent effet. Et donc là, il y a vraiment un problème dans le principe de traitement. Là, les deux principes de traitement s'opposent. D'un côté, la médecine occidentale veut faire cesser toute activité du sang, tout le cycle du sang, et nous, on en a besoin pour faire circuler nos plantes et pour que nos plantes agissent. Donc là, ça fait partie des quelques rares cas où stratégiquement, dans le principe de traitement, on va pas pouvoir faire les deux. Là, ça collera pas. Alors, ce que je vous dis là, c'est un exemple précis pour que vous compreniez, mais pour que vous compreniez qu'en fait, c'est le principe de traitement. C'est pas les traitements en eux-mêmes. C'est qu'à un moment donné, il peut y avoir dans le principe de traitement, dans la stratégie du soin, il peut y avoir une opposition. Et là, en l'occurrence, là, on peut pas faire les deux. Il va falloir choisir. Alors, maintenant, ça, c'est des cas très particuliers. Et de loin, c'est une très faible partie des cas qu'on a à traiter. Sinon, tout le reste, ça fonctionne très bien et on a souvent pas une, mais plein de solutions pour avoir des traitements à la fois qui vont vous aider à la fois en médecine occidentale et en médecine chinoise. Ok, donc les deux en complémentarité, quoi. Tout à fait, oui. Alors du coup, parce que je sais que les francophones, les Français, les Occidentaux, ils ont vraiment cette vision quand même, même si on y a répondu à demi-mot, qu'on peut pas dire, bah voilà, la médecine chinoise, ça va soigner ça et la médecine occidentale, ça va soigner ça. Mais par exemple, quand on a cette idée de complémentarité,
qu'est-ce que ça soigne, qu'est-ce que ça gère la médecine traditionnelle chinoise par rapport à la médecine occidentale. Supposons par exemple, moi j'ai pu vivre le cas d'un cancer de ma belle-mère aussi, qui était traité en Allemagne, mais à côté elle était traitée aussi avec de la médecine chinoise en Chine par des docteurs chinois très qualifiés pour notamment le traitement des symptômes, tu vois. Donc il y a des choses qui vont être quand même qu'on va favoriser beaucoup plus les médecines qu'on dit douces même. Moi, je pense aussi à l'insomnie, je pense à la gestion du stress, je pense à des choses comme ça parce que c'est des choses qui me touchent aussi. Moi, tout ce qui est respiratoire aussi, la pharmacopée chinoise m'aide beaucoup. Tu vois, quand on te pose la question, qu'est-ce que ça soigne, dans quel cas, en tout cas, je vais penser à aller consulter. Parce que si on a un petit rhume, par exemple, ou si on a un petit mal de crâne qui est passager, bien évidemment, on va pas forcément aller voir un médecin de médecine traditionnelle chinoise. Les gens, ils y pensent pas du tout. Mais par contre, par exemple, moi, quand je me suis cassé l'épaule, qui est toujours cassée d'ailleurs, pour les douleurs, l'acupuncture m'a aidé énormément et c'était aussi une solution un petit peu comme toi à l'époque pour les problèmes d'estomac. C'est quand j'en ai eu marre de tout ce qui était opiacés et compagnie et que la douleur passait pas, tu vois, parce que bon, voilà, on m'a suggéré là un acupuncteur. Mais les gens, peut-être qu'ils devraient avoir cette connaissance avant de souffrir pendant des années et de réfléchir à autre chose, leur dire, voilà, dans quel cas tu pourrais aller penser à aller consulter un docteur, un médecin, un praticien de MTC. Alors, c'est vrai que c'est vrai. En fait, dans la réalité, tu as raison, Cédric, d'évoquer ce point-là, parce que dans la réalité, moi, quand même, souvent au cabinet, alors c'est un peu moins vrai maintenant, parce que les gens me connaissent un peu plus, mais dans tous les cas, au départ, enfin, parce qu'en France et en Occident, c'est comme ça. La médecine chinoise, comme la médecine ayurvédique ou d'autres médecines traditionnelles extrême-orientales, sont des médecines dites parallèles, secondaires, complémentaires, comme on dit. Donc, souvent, les gens qui viennent au cabinet sont des gens qui viennent par défaut, j'allais dire, parce que ce qu'on leur a proposé jusqu'ici, ça n'a pas fonctionné. Solution de dernier recours. Ouais, voilà, il me reste, j'ai pas essayé le chinois, il me reste le chinois. Il y a que lui qui l'ai pas essayé. C'est un peu le dernier recours et voilà. Alors c'est vrai que c'est dommage et ça l'est pas. J'allais dire c'est dommage dans un sens. Effectivement, il y a plein d'autres choses qu'on peut faire où la médecine chinoise a vraiment des choses à apporter. On va le voir, mais c'est pas grave non plus parce que la médecine chinoise a aussi des solutions et une de ses forces, c'est de voir l'être humain dans son ensemble. Donc, quand il y a des pathologies que je qualifierais de chroniques, quand il y a une certaine chronicité, tu parlais de douleurs chroniques d'épaule, de douleurs de dos. Moi, au cabinet, j'ai beaucoup de gens qui viennent pour les douleurs de dos. Effectivement, l'acupuncture, le massage répond très bien et particulièrement bien à ce genre de choses et peut traiter des choses plus chroniques ou des choses plus, j'allais dire, suite à un trauma ou des choses plus aiguës, mais qui n'arrivent pas à être à se terminer, on va dire, qui n'arrivent pas à être réglées 100%. Alors, néanmoins, ça peut être vraiment intéressant, effectivement, de penser autrement. Et on peut penser à la médecine traditionnelle chinoise. Alors effectivement, nous avons d'excellents résultats et des choses vraiment à apporter, comme tu le disais, sur tout ce qui est nerveux. Donc, alors troubles du sommeil, stress, anxiété. Donc là, il y a vraiment en acupuncture, en massage et en pharmacopée aussi, pourquoi pas. Mais l'acupuncture répond bien aussi à ce genre de choses. Donc là, il y a vraiment une carte à jouer au niveau, j'allais dire, du syndrome général qu'on appelle les syndromes liés au stress. Donc là, faut vraiment pensez-y. Il y a vraiment des choses à faire. Alors tout ce qui est ça, la partie est vraiment là où la médecine traditionnelle chinoise a vraiment une force, c'est tout ce qui est problème digestif. Ça, c'est effectivement. Donc quand il y a des choses au niveau que ce soit estomac, intestin, choses comme ça, vraiment ça peut être vraiment une aide. Alors une aide dans le sens des symptômes que vous présentez, mais aussi une aide dans le sens plutôt éducatif où la médecine traditionnelle chinoise,
Tu sais, en ayant décrit depuis longtemps la nature, la saveur, le tropisme des aliments. Le tropisme aussi, pour les gens qui sont peut-être pas forcément, le tropisme, c'est le lieu d'action d'un élément, d'un aliment ou d'une plante. Quand vous mangez quelque chose, une plante par exemple ou un végétal va avoir une action plus particulièrement dans une zone du corps, sur un organe. Si vous mangez par exemple du fameux gingembre, le tropisme du gingembre, c'est l'estomac et la rate. Voilà. Ça va agir dans tout le corps, mais en particulier, là en particulier. Ça, c'est le tropisme d'un élément. Donc, pour la partie diététique, la médecine traditionnelle chinoise est vraiment particulièrement puissante et forte pour ça, parce qu'il y a vraiment eu une expérimentation et un développement des aliments. Et d'ailleurs, il y a une connaissance vraiment profonde et fine des aliments sur notre corps. Donc là, et c'est vraiment la médecine traditionnelle chinoise, pour ce qui est diététique, peut vraiment vous proposer non pas un régime, pas un truc standard qui va dire, tiens, le régime Okinawa, ils sont tous en forme au Japon, pof, essayez ça pour vous. Non, la médecine traditionnelle chinoise peut vous proposer vraiment votre régime, votre diététique à vous. Et il y a vraiment une force à ça. Sans que vous ayez forcément une maladie digestive. Là, voilà, on peut vraiment apporter quelque chose de vraiment de plus poussé qu'en médecine occidentale. Et puis aussi, j'en parlais tout à l'heure, il y a vraiment là aussi où moi je trouve où la médecine chinoise peut vraiment apporter quelque chose, c'est pour vous les femmes. Je parle des traitements et des solutions qui sont proposées aux femmes pour la partie gynéco, pour les déséquilibres d'ordre gynéco, sont vraiment, je trouve, très restreints et vraiment trop à mon goût et au goût de mes patientes aussi, surtout, sont vraiment trop génériques et pas du tout adaptés. Alors, c'est mon point de vue, hein, il n'engage que moi ce que je vais dire, mais je trouve vraiment la gynéco, en tout cas telle qu'elle est pratiquée en France en médecine, j'allais dire de cabinet de ville, hein, pas dans les centres spécialisés, hein, je trouve que c'est vraiment un peu le parent pauvre de la médecine occidentale. Vraiment, je trouve que là, il y a vraiment quelque chose à aller voir et il y a vraiment une complémentarité, quelque chose et là, on peut vraiment vous aider aussi, vous les femmes, sur ces sujets-là, en médecine chinoise. Ok, ouais, moi personnellement, j'avais été vraiment bluffé parce que j'avais souvent des bronchites, des infections, j'étais asthmatique aussi quand j'étais plus jeune. Ouais. Et la pharmacopée pour tout ce qui est donc les plantes, pour ça, moi, ça m'a énormément aidé. Ok, alors, question suivante, Laurent, qui est une question un petit peu difficile, je pense, pour les praticiens qui sont en France notamment. Je trouve que c'est quand même sacrément compliqué d'exercer en France et on n'a pas beaucoup d'informations aussi sur la qualité des médecins, ce genre de choses. Et on voit aussi qu'il y a des bâtons qui sont mis dans les roues par rapport à l'ordre des médecins, pour ne pas le citer, par exemple, ou des choses comme ça, des choses qu'on a le droit de faire, des choses qu'on n'a pas le droit de faire, des choses, voilà. Des fois, on nous dit, il faut être docteur, donc docteur de médecine occidentale pour pouvoir exercer la médecine chinoise. Des fois, on nous dit que non. Des fois, on voit que, en fait, si. Et j'ai un peu du mal, moi, personnellement, qui ne vis pas en France, tu vois, j'ai vécu en France que quand j'étais enfant. Tu vois, j'ai quitté la France, j'avais 19 ans. Et quand je vois ça de loin, je me pose quand même beaucoup de questions par rapport à d'autres pays où on voit que les gens peuvent pratiquer leur médecine assez facilement. Tu vois, tout ce qui est médecine avec des plantes, tout ce qui est médecine douce, tu vois, tout ce qui est massage, acupuncture et compagnie. Et je voulais un petit peu te poser la question, donc subtile, de la pratique de la médecine chinoise en France. Qu'est-ce que vous avez le droit de faire? Qu'est-ce que vous n'avez pas le droit de faire? Qu'est-ce qu'on vous empêche de faire, entre guillemets? Ce genre de choses. Ah oui, ça c'est un peu la question minée. Comme tu dis, oui, c'est la question un peu scabreuse en France. Alors, si je ne dis pas de bêtises, je vais commencer. Cédric, c'est correct si je dis que en Chine, pardon, la Chine nous appelle le pays des lois. C'est ça? Tout à fait. C'est Fagua, excuse-moi. C'est la loi, les règles, effectivement. Voilà. Et Guo, le pays, effectivement. Voilà, merci. J'ai pas une prononciation, excuse-moi. Voilà, donc cette petite anecdote partagée avec vous sous le contrôle du linguiste, parce que pour vous dire un peu, parlons déjà des lois. Alors, en France, la médecine chinoise, je parle légalement, elle n'existe pas, d'accord? Il n'y a pas de loi dans le Code de santé publique qui définit la médecine traditionnelle chinoise, qui définit qu'est-ce que la médecine traditionnelle chinoise,
quels sont ses moyens de diagnostic, qu'est-ce qu'elle traite, qu'est-ce qu'elle ne traite pas, quels sont ses outils de traitement, comment ça se pratique, quelles aiguilles on utilise, où fait qu'on pique, voilà, quelles plantes on donne, ou comment on les donne, et qui doit pratiquer, qui doit pas pratiquer, et quel diplôme on doit avoir. Si vous prenez les médecins, si vous prenez les infirmières, en France, tout ça c'est bien défini. Si vous prenez un médecin, si vous prenez une infirmière, elle a un diplôme. Il y a dans le code de santé publique, on vous dit quel diplôme, quel ministère le délivre. Tout est écrit. Et il y a ce qu'on appelle des décrets. Et dans les décrets, il est défini ce qu'une infirmière doit faire, a le droit de faire. Elle a le droit de faire des prises de sang, et comme ci et comme ça, et qu'elle n'a pas le droit de faire si elle n'a pas une prescription d'un médecin. Voilà. Tout ça, c'est bien décrit. On porte bien notre nom en Chine, le pays des lois. C'est effectivement, nous, c'est notre grande spécialité locale. Donc tout ça est bien décrit. Alors ça n'existe pas pour la médecine traditionnelle chinoise. Donc, quand j'entends des gens disent mais la médecine chinoise elle est interdite ou elle est illégale en France. Non, pour que quelque chose soit illégal en France, il faut qu'on puisse vous opposer une loi. Or aujourd'hui, il n'y en a pas. Ça n'existe pas. La médecine chinoise en France n'est pas définie légalement dans le code de santé publique. Donc, c'est la particularité de la France, si ça n'est pas défini, personne ne peut vous interdire légalement de pratiquer quelque chose qui n'existe pas. Okay. Ce qui paraît somme toute assez logique. C'est assez logique. Ce qui est assez logique. Alors maintenant, c'est pas aussi simple que ça en France, puisqu'effectivement, la médecine occidentale, effectivement, se réserve le droit de pratiquer, c'est réservé un peu le droit de pratiquer toute médecine par extension. Donc, effectivement, en France, si vous commencez, par exemple, vous apprenez la médecine ayurvédique, la médecine chinoise ou d'autres choses, la médecine, je sais pas, philippine ou n'importe quelle autre ethnomédecine, et que vous commencez à soigner un malade, vous pouvez être, par contre, là, inculpé, effectivement, puisque là, c'est écrit, puisque vous n'avez pas de diplôme de médecine occidentale, de la faculté de médecine, d'une faculté de médecine française ou européenne, vous pouvez être inculpé d'exercice illégal de la médecine en France. Effectivement. Ça, c'est, voilà. Et il y a beaucoup de gens qui le sont et qui l'ont été. Alors, donc ça, c'est le côté légal. Ça, c'est le côté... et je vois aussi beaucoup de gens sur Internet qui écrivent qu'on n'a pas le droit de piquer en acupuncture. C'est pareil, s'il y a quelqu'un qui sait me sortir un article de loi qui définit l'acupuncture dans le code de santé publique français, n'hésitez pas à me le dire, parce que moi, jusqu'à preuve du contraire, ça n'existe pas. L'acupuncture n'est pas, comme le reste, définie légalement. Quand je dis défini légalement, c'est-à-dire comme les prises de sang pour une infirmière, quelle aiguille on utilise, quel point on doit piquer, qui doit le faire, comment ça se fait, ça n'est pas défini par décret. Il n'existe pas de définition complète de la pratique de l'acupuncture, de Zheng Jiufa. La pratique des aiguilles et du feu n'est pas définie dans le code de santé publique. Donc, par là même, encore une fois, c'est pareil, puisque ça n'est pas défini légalement, on ne peut pas vous opposer un texte de loi et on ne peut pas vous inculper en France pour une pratique illégale de l'acupuncture. Alors là, pareil, c'est la loi. Maintenant, sur le terrain, c'est pas tout à fait comme ça, puisqu'il y a eu des personnes qui pratiquaient l'acupuncture avec des non-médecins occidentaux qui ont soigné des malades et qui ont été inculpés, donc pour exercice illégal de la médecine. Donc, ça veut dire qu'il y a eu des jurisprudences, ce qu'on appelle en France, donc c'est-à-dire qu'une décision du tribunal, et si vous êtes inquiété, si vous êtes praticien de médecine chinoise en France ou ailleurs en Europe, et que ce n'est pas légiféré, vous pouvez effectivement, puisqu'il y a une jurisprudence, vous pouvez être condamné, et le tribunal va s'appuyer sur ces jurisprudences. Donc, il ne s'appuie pas sur un texte de loi, encore une fois, mais il va s'appuyer sur une jurisprudence. Voilà, ça c'est pour la partie légale. Alors, dans les faits, de ce que moi j'en sais aujourd'hui, les gens qui ont été inculpés, effectivement, c'est des gens quand même qui avaient traité des maladies comme des cancers ou des choses comme ça, et qui utilisaient la médecine chinoise pour traiter des pathologies de médecine occidentale et qui sont très défini et très encadré ici en France. Si je prends le cas où tu parlais tout à l'heure de cancer, Cédric, si je prends le cas d'un cancer, c'est très encadré en France. Si vous êtes déclaré malade d'un cancer en France, vous allez rentrer dans un protocole
Et ben là, vous allez être suivi par un oncologue. Même votre médecin généraliste, qui a un diplôme de médecine, hein, lui ne peut pas soigner il n'a pas le droit de soigner votre cancer. Il n'a pas le droit de prescrire quoi que ce soit pour le cancer. Il n'a pas le droit de prescrire quoi que ce soit pour le cancer. Voilà. Donc il y a des pathologies comme ça en France qui sont extrêmement définies, qui sont bien précisément. Et c'est sûr que si vous, en tant que praticien, vous commencez à rentrer dans ce genre de choses et que vous allez soigner, voilà, pour ça, il y a toutes les chances que vous allez avoir de gros problèmes assez vite. Alors ça, c'est pour ce qui est du terrain. Comme dans la continuité de ce qu'on disait tout à l'heure, Cédric, que pour moi, c'est pas ou l'un ou l'autre. Ma pratique, elle est pareille. Moi, ma posture et ma position, elle est de dire je ne suis pas médecin occidental et je ne traite pas la maladie au sens de la médecine occidentale. Alors non seulement je le dis, mais en plus c'est vrai, hein, c'est ce que je pratique au cabinet, c'est une réalité. Je ne traite pas la maladie, je ne suis pas médecin, et encore une fois, et je ne traite pas la maladie. Moi, je suis praticien de médecine traditionnelle chinoise, et quand je propose des traitements ici au cabinet, ce sont des traitements souvent complémentaires, bien sûr, avec le médecin, et qui traitent le terrain. D'accord ? On va traiter le terrain. Je ne m'occupe pas de la maladie, c'est pas mon rayon, et je n'ai pas fait les études pour ça. J'ai pas été formé pour donner des médicaments. J'ai pas été formé pour traiter la maladie, pour diagnostiquer la maladie et la traiter. Moi, j'ai appris la médecine traditionnelle chinoise, qui a un diagnostic qui lui est propre, qui a des outils qui sont en face de ce diagnostic qui lui sont propres et qui vont aider la personne à recouvrir la santé. Donc nous, on va plutôt s'occuper du terrain ici. Et en ce sens, pour moi, c'est très clair et les choses sont très bien définies. Et les patients qui viennent ici au cabinet sont très clairs là-dessus aussi. Je leur dis, et pour moi, voilà, il n'y a pas d'ambiguïté à ce niveau-là. Donc, je ne prescris pas de médicaments. Je ne dis pas à une personne, il faut que tu arrêtes ton traitement ou quoi que ce soit. D'ailleurs, je vois pourquoi je le ferais, puisque je n'ai pas été formé et je ne connais pas ces traitements. Donc, je me permets pas de faire ça. Et donc pour moi, les deux fonctionnent toujours ensemble et il n'y a pas de souci pour moi de ce côté-là. Alors après, ça c'est ma posture, c'est une posture que je tiens et que je tiendrai toujours. Moi, je touche du bois, j'ai pas eu de soucis jusqu'ici. Je sais que j'ai des collègues qui ont eu des soucis. Alors c'est plus dans les grandes villes, peut-être qu'il y a plus de concurrence ou voilà, il y a des choses autres, il y a d'autres paramètres que ceux médicaux et philosophiques dont je viens de parler, qui rentrent en ligne de compte. Dans tous les cas, moi ici, dans ma région, ça se passe très bien, c'est très clair, mes patients sont au clair, ma posture est très claire. Je ne fais pas de médecine occidentale. Mes patients le savent et les praticiens, les professionnels de santé que je côtoie, puisqu'il y a c'est un secret pour personne, mais il y a des infirmières, il y a des professionnels de santé, des pharmaciens et des médecins avec qui je travaille, qui m'envoient des patients, avec qui on a des patients en commun, et ça fonctionne très bien. Et parce que pour moi aussi, je pense, parce que c'est clair aussi dans ma tête, et c'est clair dans la tête de mes patients. C'est vrai que c'est ce qu'il faut dire. C'est vrai que je pense que le problème de l'ordre des médecins et de certains médecins aussi, c'est que parfois ils voient des praticiens qui sont un petit peu comme des charlatans et qui vendent, je sais plus comment ça s'appelait, les fioles d'huile de serpent, je sais pas quoi, là, les trucs qu'ils faisaient aux États-Unis là. Je sais plus c'était quoi le truc, mais bon, des remèdes miracles, tu vois. Et ils disent voilà, je vais traiter votre cancer, prenez ça, et hop, ça disparaît. Et on en voit aussi beaucoup sur Internet qui nous proposent des plantes miracles qui soignent tout. Et je pense que c'est plus de ça qu'il faut se méfier, quoi. Les bons praticiens de médecine traditionnelle chinoise, ils vont aller traiter le corps dans son ensemble, ils vont aller traiter les causes de la maladie, ils vont aller rechercher ça aussi, mais ils vont pas aller traiter la maladie et généralement, pourquoi pas atténuer les symptômes, quoi. Mais c'est tout, ça s'arrête là. Et un bon médecin traditionnel chinois comme moi, par exemple, j'en ai vu un il y a pas longtemps à Bangkok, là, au Chinatown pour ma fille, et il m'a quand même recommandé d'aller faire une consultation chez le médecin occidental. Et il a dit, dans ce genre de situation, c'est mieux. Ça, c'est aussi la question de comment trouver les bons médecins, comment éviter les charlatans. Parce que je pense que c'est plus aussi, voilà, les médecins qui sont pas
qui ont, je sais pas, peut-être plus le business en vue, l'argent, ou je sais pas, et qui vont essayer de vendre des miracles pour avoir plus de patients. C'est eux un petit peu qui sont dans le collimateur de tout ça. Mais voilà, la question qui se génère chez moi et chez d'autres personnes aussi, je reçois souvent des messages, est comment trouver un bon médecin traditionnel, de médecine traditionnelle chinoise? Comment est-ce que toi tu recommandes? Par exemple, il y a quelqu'un qui va nous contacter. Moi, je sais que, par exemple, je connais quelqu'un très bien sur Paris. Toi, ben, dans l'Est ici, frontière suisse-allemande là-bas, je peux te recommander aussi parce que ce sont des personnes, tu vois, on voit la mentalité que tu as, on voit la façon de voir les choses que tu as, ça colle parfaitement, tu vois. Quand on l'entend, on le sait. Mais malheureusement, ben, on les connaît pas tous, tu vois. Quand on voit une liste sur Internet, on va voir les pages jaunes ou je sais pas si ça existe encore ces trucs-là, là. Ça existe encore quand je suis parti de France, mais les trucs comme ça, tu vois, les annuaires de praticiens. Toi, comment est-ce que tu recommanderais de rechercher un bon praticien? Comment les trouver? Où est-ce qu'ils se cachent? Justement, Cédric, ils sont cachés. C'est ça la difficulté. C'est que moi, par exemple, tu ne me trouves pas ni dans les pages jaunes, ni dans quoi que ce soit. Ce qui ne veut pas dire que je suis un excellent praticien. Moi, en termes de médecine chinoise, vu l'étendue de ce savoir plurimillénaire, je suis petit comme ça, hein, c'est petit scarabée, grand comme ça, mais moi, comme tu disais très justement, moi, je suis comme la personne que tu as vue. Il y a des gens que je vois qui viennent au cabinet et je leur dis non, là, il faut que tu consultes un médecin, là, il faut que tu ailles faire une radio, là, il faut que là, il faut que tu demandes l'avis voilà. Et c'est compliqué parce que j'allais vous dire, il n'y a pas de malheureusement et ce que je vais dire là, c'est vrai, vous le savez aussi pour la médecine occidentale, c'est pas le diplôme ou les années d'études qui font que ça va être il y a un bon praticien, puisqu'il y a des gens qui sont ultra diplômés, qui vont pas vous accorder de temps, qui vont vous traiter par-dessus la jambe. Pas parce qu'ils ont pas le temps ou parce que c'est pas la journée ou et vous allez pas forcément bien tomber. Pour autant, c'est pas des gens forcément incompétents, hein. Souvent loin s'en faut. Et après, vous avez des gens qui payent pas, entre guillemets, pas de mine et qui n'ont pas de diplôme, puis qui vont vraiment vous apporter une solution, une vision sur votre santé, quelque chose qui va être vraiment transformant pour vous. En France, en tout cas, on est très axé sur les diplômes. Alors, voilà, ça. Alors, c'est un des soucis et ça, malheureusement, pour le cas qui nous occupe, pour la question, ça marche pas bien. Puisqu'il y a. Tu vois, en Chine, tu vas par exemple dans les Tongzhentang, qui est une marque de fabrique de Pékin. Tu peux en retrouver un petit peu partout dans le monde, tu vois. Et tu sais que tu vas tomber sur des bons médecins parce qu'ils font attention justement à la sélection de leurs médecins. Ça colle vraiment à leur vision. Puis c'est un truc qui existe depuis, je sais pas, peut-être même des centaines d'années, quoi. En France, il y a pas. Moi, j'aurais tendance à rechercher, je sais pas, un label, une certification, quelque chose qui peut garantir quelque chose. Ou est-ce que c'est vraiment... Après, voilà, moi, je sais que ce qui marche le mieux pour moi en France, quand on me pose ce genre de questions, bah, c'est les recommandations. Tu vois, les recommandations d'un médecin en qui tu as confiance, les recommandations, par exemple, de toi. Si je te disais, bah, tiens, dans le département juste en dessous, je sais pas comment ça s'appelle, la région juste en dessous, il y aurait quelqu'un que tu me recommanderais, quoi. Mais pour les gens qui connaissent pas, qui ont personne, c'est gênant, je trouve, en France. C'est gênant. Alors, moi, il y a deux choses que je peux vous dire. Donc, il y a quand même en France, effectivement, il y a quelques organisations professionnelles autour de la médecine chinoise. Je sais pas ce que tu en penses, mais on pourra peut-être mettre les liens si ça vous intéresse. Il y a par exemple l'UFPMTC, l'Union française des professionnels de médecine traditionnelle chinoise. Il y a une ou deux autres. Il y a une organisation européenne maintenant qui regroupe les fédérations ou les unions professionnelles de plusieurs pays de France. Et donc là, si vous allez par exemple sur le site de l'UFPMTC, vous pouvez demander des listes de praticiens. Donc c'est des gens qui ont suivi des cursus dans des écoles en France. Qui sont des écoles qui ont été entre guillemets auditées, dont on sait que le contenu de ce qui est enseigné est tout à fait sérieux et qu'il y a un nombre d'heures, il y a une éthique, il y a un contrôle des connaissances. Voilà, il y a un minimum de choses qui est faite. Donc l'UFPMTC peut vous fournir la liste de personnes qui sont inscrites chez eux et qui va vous dire, ben voilà, telle personne dans votre département ou dans votre ville
a été formé dans ces écoles et diplômé de telle école ou telle. Voilà. Donc ça, j'allais dire, ça vous donne déjà un gage de qualité sur l'enseignement que la personne a suivi et sur j'allais dire, sa pratique, si l'enseignement est de la médecine traditionnelle chinoise qu'il en a eu. Ça permet déjà, d'une part, ça permet déjà de limiter des risques, tu vois. Oui, voilà, ça vous permet déjà de sélectionner. Et après, pour moi, in fine, c'est vrai que moi, je suis comme toi. C'est moi, ce qui fonctionne surtout, c'est les recommandations. Donc moi, ce que je vous invite vraiment, si vous êtes dans votre région, ça fonctionne pour les médecines dites alternatives. On fonctionne vraiment en réseau. Moi, ici, sur ma région, sur ma ville, j'anime, entre autres choses en plus du reste, j'anime un groupe de thérapeutes où on se réunit fois tous les 2 mois ou tous les 2 ou 3 mois, pour pas être seul dans notre pratique. Et là, on est des gens de tous bords. Donc, c'est dans notre groupe de thérapeutes, on a des ostéos, des hypnothérapeutes, on a des praticiens de médecine chinoise, il y a une praticienne et enseignante de Reiki. Et donc, voilà, nous, on fonctionne en réseau. Donc, si vous avez dans votre secteur, si vous connaissez un kiné, un naturopathe ou votre ostéopathe, posez-lui la question. Posez-lui la question à lui. Ne connais-tu pas un praticien de médecine chinoise? Parce que lui, dans son réseau, c'est vrai que souvent, il a des noms, pas forcément dans toutes les spécialités, mais en tout cas, dans les médecines et les pratiques dites parallèles et complémentaires, on se parle entre nous, malgré tout. Enfin, en tout cas, moi, souvent, je le vois. Et parfois, donc, les clients en parlent aussi à leur médecin. Ouais, c'est comme ça que j'ai découvert mon acupuncteur. Il n'avait pas du tout le visage chinois ou formé en Chine, etc. Et puis, en fait, il allait même former des gens, lui, en Chine. Et c'était mon médecin généraliste qui voyait que je souffrais quand même après quelques années que je commençais vraiment à plus en pouvoir. Et puis qui m'a dit tiens, moi j'ai eu plusieurs échos de patients qui sont allés voir cette personne-là pour notamment le traitement de douleurs chroniques et puis rhumatisme et compagnie. Tu vois, moi, c'est à peu près ce que ça me faisait comme douleur. C'était horrible dans l'épaule. Et c'est comme ça que j'ai découvert celui-là aussi, effectivement. C'est vrai qu'en parler avec les médecins, avec un médecin dans lequel on a confiance surtout, ou avec effectivement un ostéopathe, un kiné ou quelqu'un, même s'ils sont issus de la médecine occidentale, parfois ils ont des recommandations à donner, effectivement. Bien sûr, oui, bien sûr. Oui. Mais posez ouvertement la question. N'ayez pas peur. Il y a beaucoup de gens me disent oui, mais j'ose pas en parler à mon médecin. C'est une erreur. Parlez-en, parlez-leur et dites-leur ouvertement que moi j'aime beaucoup quand mes patients viennent chez moi et me disent tiens, j'ai consulté un tel, il m'a dit ci, il m'a dit ça, parce que c'est aussi interpellant pour nous en tant que professionnels de santé. Ça montre que vous cherchez déjà des solutions et que vous êtes actif, et ça, je trouve ça vraiment chouette. Et moi, ça me dit que la personne est vraiment sur la bonne voie, en tout cas pour solutionner son problème, puisqu'elle est déjà active. Et en plus, je trouve intéressant, puisque l'autre, en tout cas pour moi, l'autre praticien peut aussi donner une vision, peut vous donner des tuyaux, bien sûr, sur des praticiens, sur des traitements, sur des choses comme ça. Et en plus, peut vous offrir aussi une vision différente de votre problème. Moi, j'aime beaucoup quand quelqu'un vient me voir et me dit, tiens, Laurent, tu sais, j'ai été voir un ostéo et pour ma douleur d'épaule, il m'a dit ci, il m'a dit ça. Et des fois, je me dis, tiens, moi, j'avais pas vu ça. Tiens, moi, j'avais pas pensé à ça. Et c'est vraiment ce fonctionnement aussi qui va nous permettre à tous d'avancer. Et pour vous, mais aussi pour nous. Donc, par relation-recommandation. Alors, dernière question qui me vient à l'esprit avant de passer aussi à autre chose là. C'était une question qui m'est souvent posée, mais ça reprend la vision qu'on expliquait tout à l'heure aussi de la médecine occidentale. Beaucoup de gens qui me posent la question, par exemple, j'ai des soucis chroniques de ceci ou de cela, tu vois, des problèmes de rein par exemple. Et ils me disent, tiens, Cédric, est-ce que je devrais aller faire une cure, tu vois, 10 séances, 15 séances chez le médecin traditionnel chinois, ou est-ce que, je devrais faire quelque chose sur le long terme? Donc, il y a 2 choses à noter là-dedans. La première chose, c'est qu'on a tendance à voir ça un petit peu comme un médicament, et après, c'est fini. Et il y a l'autre chose aussi qui est qu'ils en oublient aussi l'idée de prévention, tu vois.
et qu'après, effectivement, c'est bien aussi d'avoir une consultation régulière pour déceler les petits soucis qui arrivent et puis les enrayer directement avec un travail sur l'ensemble du corps. Donc toi, qu'est-ce que tu en penses et de voir la médecine chinoise comme une cure ou bien alors comme un traitement sur le long terme, comme un suivi plus sur le long terme? Alors, j'allais te dire, Cédric, encore une fois, là aussi, pour moi, c'est pas ou l'un ou l'autre. C'est que les deux peuvent être, les deux sont justes. Dans l'esprit, moi, mes patients qui viennent au cabinet me posent un peu les mêmes questions que toi. En France, comme on a l'idée de venir chez le médecin, comme on disait tout à l'heure, que quand il y a un gros souci, surtout les hommes en particulier, les femmes ont quand même un peu plus je vois bien qu'au cabinet, les femmes, vous êtes plus quand même à vous soucier de vous et dans la prévention. Ça, c'est vrai. Nous, les hommes, on est quand même un peu plus ouais, ça va aller, jusqu'à ce qu'en fait, je dis souvent, ça va plus. Et je dis souvent à certains hommes qui viennent au cabinet, je dis, mais attends, n'attends pas d'être comme ça et pour venir et me voir, pour m'appeler, parce que voilà. Et c'est vrai que c'est un peu, on a un peu, mais alors, c'est culturel aussi, puisque, comme on le disait tout à l'heure, hein, en France, on a cette idée que le médecin, lui, il est là pour quand ça va pas. Donc du coup, on a moins l'idée de se dire, bon, ça va bien, et j'oublie le médecin. On a moins l'idée. Pour autant, c'est vrai que normalement, il serait bien d'aller consulter votre praticien de médecine traditionnelle chinoise au moins une fois à chaque changement de saison. Ce serait pas mal. Donc, printemps à la sortie des grands froids, un petit coup à la fin de l'été, à la fin de la période canicule, à l'automne, on va dire au mois d'octobre, novembre en France, en fonction des changements de saison. Voilà, 3-4 fois dans l'année, c'est bien de faire un point, même s'il n'y a pas de signes de douleur ou de choses particulières. Voilà, c'est comme ça que dans l'esprit, la médecine traditionnelle chinoise fonctionne, et quand on veut traiter le terrain et rester en bonne santé, c'est comme ça qu'on devrait faire. Et on parlait tout à l'heure, tu sais, que cette petite anecdote que les médecins étaient payés pour maintenir la famille en santé, et c'était ça. Les médecins, un minimum, ils disaient, ben voilà, on va se revoir à telle saison ou à tel moment clé dans la vie, par exemple, d'une femme. Ben tiens, tu auras une consultation, par exemple, quand à ses premières règles ou à son premier enfant. Voilà, il y a des sans attendre qu'il y ait quelque chose de pathologique. Il y a un changement de saison, un changement à l'intérieur du corps, un changement dans ma vie. Donc, quand il y a des changements dans votre vie, quand je dis des changements, c'est des changements significatifs, hein, pas forcément si vous déménagez, juste, quoique, ça peut être un gros changement, quoique, ça peut être un gros changement. Si vous faites comme Cédric, si vous faites des gros changements de vie et que vous déménagez, là, voilà, ça fait partie des gros changements, des saisonnalités de votre vie. Voilà. Là, la pratique de la médecine chinoise et le praticien de médecine chinoise est là pour ça, pour veiller à ce que cette transition ne provoque pas chez vous de déséquilibre majeur et que ça puisse se passer en douceur. Donc ça c'est pour la partie vraiment prophylaxie, la prévention. Donc ensuite, après pour l'histoire de cure, et j'allais dire, c'est vrai que toujours pareil en France, et je le dis souvent, et tu parlais de douleur d'épaule ou de dos, et ça c'est vrai qu'en France, mais je pense que ça doit être un peu pareil ailleurs. On a un peu, on a un peu une tendance, et les gens ont un peu tendance quand ils ont plus mal, quand la douleur disparaît, et on a tendance à dire ah bah c'est bon, c'est fini. C'est ça. Et alors là, je dis souvent à mes patients, et attention, c'est pas vrai. Et souvent, je traite des maux de dos ou des maux d'épaule, et il y a des gens qui m'ont dit oh après la séance d'acupuncture, ça allait super. J'ai pris la tondeuse ou j'ai pris la tronçonneuse, j'ai été faire du bois et crac, et hop, et je me suis rebloqué le dos. Alors voilà, ça c'est l'exemple typique et qui vous montre et qui montre aux gens et qui font expérimenter aux personnes que ce n'est pas parce qu'on a tendance à penser que quand la douleur s'en va, le problème est résolu. Non. La douleur, c'est une chose, et puis après, vous avez, quand on parle de douleur je sais pas, de fascia, de tendons, de choses comme ça, il y a une phase réparatoire qui se fait ensuite et qui peut être longue. Et quand je dis longue, ça peut être plusieurs mois. Bon, des fois, même si je suis en votre âge, plusieurs années. Donc, on a tendance, et c'est vrai, mais je comprends aussi, hein, dans nos vies sont
bien rempli et voilà. On a tendance à penser que hop, j'ai plus mal, donc c'est bon, mon problème est résolu. Or c'est pas le cas. Donc oui, j'aurais tendance pour répondre à la question que tu posais, j'aurais tendance à dire il ne faut pas s'arrêter à une séance chez l'acupuncteur ou à un traitement de plante, et il va falloir envisager quand même effectivement de voir ce type d'approche, ce type de traitement sur le terrain plutôt sous forme de cure, et en disant je vais plus loin que le simple symptôme. Je vais essayer d'aller chercher chez moi s'il y a encore des choses. Il y a une histoire de pérenniser en fait ma santé. Tu vois, c'est pas juste traiter un symptôme, mais il y a une histoire de pérennité et de durée dans le temps. C'est-à-dire que par exemple, si tu parlais d'épaule ou de tendinite, on va venir au cabinet par exemple. Si j'ai des personnes par exemple qui viennent au cabinet pour des épicondylites, un problème de coude, on traite le problème de coude. Après, moi, j'insiste toujours vers les gens au cabinet en disant, OK, maintenant, t'as plus mal, l'inflammation est partie, ça va mieux, tu peux refaire tes mouvements, tu n'as plus de douleur. Maintenant, c'est plutôt l'idée, essayons de ne pas s'arrêter là et essayons de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça ne revienne pas. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ta posture? Qu'est-ce qu'on peut faire? Ça peut être un geste professionnel, essayons de savoir ce qui se passe. Qu'est-ce que tu peux modifier dans ton alimentation? Dans ta posture? Est-ce qu'il y a peut-être... Alors après, tu parlais de cure ou de plantes ou de choses comme ça. Moi, souvent, même d'ailleurs, je dis aux gens, tu vois, je leur propose de continuer le travail, mais pas forcément avec moi. Tu vois, si je détecte des problèmes de posture, tout ça, je dis, bah tiens, va voir ton médecin, tiens, va voir ton ostéo. Ça serait peut-être quand même pas mal qu'il regarde au niveau du rachis, parce que le problème que tu as eu au niveau de l'épaule, je soupçonne que ce soit un problème de posture. Donc, tu vois, donc dans ce sens, pour moi, vraiment, la pratique de la médecine chinoise, il y a une continuité. Et comme on disait tout à l'heure, pas que saisonnière, elle est aussi dans une idée de pérenniser s'il est apparu un problème à cet endroit-là, il y a un lien de causalité. Et mon idée est quand même, mon idée au cabinet, si tu veux, n'est pas de traîner mes patients, même si pour le business ça peut être intéressant, mais c'est pas qu'ils viennent sans arrêt tous les mois avec le même problème de coude. Bon, tu vois, ça c'est pas ma façon de voir les choses. Moi, je ne vends pas un nombre de séances et je trouve pas ça cool. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il y ait du soulagement, bien sûr, s'il y a quelque chose d'aigu. Problème de dos, un blocage, un lumbagos comme tu as eu à l'épaule, d'autres choses, mais surtout qu'il y ait une prise de conscience de quelque chose, comme on l'a fait pour moi à l'époque, tu sais, pour la partie digestive, qui m'avait vraiment fait un changement là à l'intérieur en disant, mais oui, je suis quelqu'un en fait de nerveux, et j'en avais pas forcément pris conscience. Voilà, ce qui m'intéresse, c'est de générer ça au cabinet, de la prise de conscience, et qu'il y ait une démarche plus, j'allais dire, profonde qui s'engage au niveau de la santé. Ouais, c'est ça, et alors, comme je te disais, voilà, ouais, sous forme de cure, donc, je sais pas, prendre des plantes une fois dans l'année, et je vous dis, hein, pas forcément que vers moi, hein, c'est aussi, c'est une vision globale. Je ne suis pas forcément, moi j'ai une vision globale sur la santé et sur votre santé, sur la santé de mes patients. Après, je ne suis pas forcément celui le plus adapté pour faire. Je ne suis pas forcément le plus adapté pour voilà. Je ne sais pas tout, je ne connais pas tout et je ne pratique pas tout, loin s'en faut. Même si j'ai commencé à avoir beaucoup de pratiques et de connaissances, mais je ne sais pas tout. Et il y a des gens beaucoup plus adaptés et plus pointus que moi pour faire. Donc ben voilà. Encore une fois, c'est les choses que je vis en Chine et en Thaïlande, quoi. C'est dingue, mais toi, tu as des médecins ici, en France, ils te feraient revenir, par exemple, pour des douleurs, un neurologue, il te ferait revenir toujours des cachets, changer les cachets, s'il y a des nouveaux cachets, etc., quoi. Et moi, il m'a balancé chez le physiothérapeute, quoi, tu vois. Et c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup dans cette culture asiatique, l'idée d'aller voir, justement, quelle est la cause du problème et pas seulement le traitement des symptômes, les traitements des médicaments chimiques. Même si, encore une fois, après, il y a des choses qui se recoupent, tu vois, les médicaments chimiques, c'est des plantes à la base qui ont été isolées, mais je sais pas, d'un côté, il y a l'idée
business. D'un autre côté, il y a l'idée plus humaine aussi et que tu évoques aussi qui est intéressante, quoi. Ok, bah ça répond bien à toutes ces questions en tout cas. Pour finir, tu es aussi auteur d'un ou plusieurs livres. Tu lances aussi des choses en ligne. Tu as une présence en ligne de plus en plus forte. Est-ce que tu pourrais en parler un petit peu? Et donc moi j'ai déjà vu ton dernier ouvrage notamment, mais tu me dis qu'il y en a un autre en écriture. Oui. Est-ce que tu pourrais en parler rapidement à mon audience un petit peu? Parce que comme on en parlait aussi en off aussi, il y a souvent des gens qui me posent la question et qui te posent la question aussi de savoir où apprendre aussi ces concepts de base, quoi lire, tu vois, quels ouvrages lire. Donc les tiens et d'autres aussi que tu pourrais recommander pour aller un petit peu plus loin, comprendre un petit peu plus. Parce que déjà, tu vois, cette vidéo-là, elle va durer probablement 1 heure, je sais pas, 1 heure et demie. Mais voilà, on est aussi, il y a beaucoup de gens qui sont comme moi et comme toi, qui sont très curieux, qui aiment bien apprendre, qui aiment bien aussi se comprendre eux-mêmes, comment est-ce qu'ils fonctionnent. Qu'est-ce que tu recommanderais? D'accord. Alors, avant de parler de mes livres et de mon actualité, c'est vrai, puisqu'on en avait parlé un petit peu tous les deux, ça, c'est une question qui revient aussi souvent chez moi au cabinet. Il y a des gens alors déjà, la question de l'apprentissage, parce que souvent on me pose la question, t'as appris en France ou en Chine, tout ça, l'apprentissage de la médecine chinoise. Alors, il y a des écoles françaises, des facultés qui vont vous enseigner la médecine traditionnelle chinoise. Là, je veux pas citer de nom en particulier parce qu'il y en a beaucoup. Les écoles sont toutes d'excellentes qualité. Par contre, la particularité, c'est comme il n'y a pas en France de cursus commun et défini comme ça peut l'être en médecine occidentale. La particularité, c'est que l'enseignement de l'école, la façon d'enseigner dépend vraiment du créateur de l'école, vraiment du directeur de l'école. Donc, il y a des écoles qui vont avoir, comme celle que j'ai fait, qui vont avoir faire passer les gens par un cursus complet où on va apprendre le diagnostic, la physiologie, voilà. Il y a des écoles qui vont travailler avec des modules où ça va être plus modulaire, où vous allez pouvoir apprendre une technique en particulier et puis revenir au diagnostic ensuite, voilà. C'est vraiment, ça dépend de vous, ça dépend de la façon dont Cédric me contredira pas, ça dépend de votre façon d'apprendre. Il y a des gens qui ont besoin de passer dans la pratique très vite. Il y a des gens qui ont besoin de pratiquer. Il y a des gens qui vont, comme moi c'était à l'époque, qui vont avoir besoin d'être rassurés, donc qui vont avoir besoin d'un enseignement plus académique et cérébral plus important pour être rassurés, pour s'appuyer sur et par curiosité aussi. Donc voilà. Donc ça dépend vraiment de l'école. Donc là, je vous invite à regarder sur Internet les écoles de médecine traditionnelle chinoise. Elles sont toutes référencées et puis vous avez des explications sur le site. Et il n'y a pas de mauvaise école en soi. C'est juste peut-être que l'école va être adaptée à vous ou pas. Moi, ce que je vous conseille, c'est que si vous voulez intégrer une école, déjà téléphoner, appeler le responsable académique de formation, discuter avec lui, demandez-lui, vous l'avez peut-être vu sur Internet, mais demandez-lui son background, demandez-lui le background de l'équipe pédagogique, quels sont leurs objectifs, voilà. Et si vous le pouvez, faites, moi l'école que j'ai fait, il le propose, faites un premier run une première session, une première session de cours. Souvent les écoles vont vous le proposer et demandez-le. Je pense que c'est rare qu'ils refusent. Faites une première session de formation, un premier week-end ou un premier avec eux, sans engagement de votre part. Vous allez le payer, hein, mais voilà. C'est important. Voyez qui va vous enseigner. Hein, moi, c'est vraiment aujourd'hui, c'est important de savoir qui vous enseigne. Et ça, malheureusement, là, c'est comme on disait tout à l'heure, tu sais, Cédric, c'est comme les diplômes, peu importe. Il va falloir que vous voyez la personne avec qui vous vous engagez. Sachez que la médecine chinoise, c'est vraiment, vous vous engagez pour des études, si c'est votre intention, qui sont longues et qui ont une répercussion, j'allais dire, bien au-delà du simple savoir académique. Ça va transformer votre vie, ça va transformer votre façon de penser, votre façon de voir la santé, votre façon de vivre tous les jours, votre alimentation, ça va avoir des répercussions assez profondes sur votre vie. Donc, c'est important que la personne avec qui vous vous engagiez, qu'il y ait un partage de valeurs. Voilà. Donc, appelez-les, téléphonez et assistez à un premier cours.
Vraiment, je vous invite à le faire. Et après, vous choisirez de vous engager avec ça. Donc ça, c'est pour les écoles. Et après, il y a aussi beaucoup de gens qui effectivement me demandent, sans aller jusque-là, hein, mais qui sont curieux et qui me demandent, mais qu'est-ce que je peux lire, Laurent, pour me renseigner et savoir ce que c'est la médecine chinoise. Alors là, c'est toujours compliqué aussi. C'est un peu la question scabreuse parce que les gens qui écrivent en fait et qui font des livres sont des gens extraordinaires, mais qui sont des experts vraiment de plusieurs années. Et souvent, les livres en langue française, en tout cas, mais en langue anglaise aussi, sur la médecine traditionnelle chinoise, sont des livres quand même très pointus. Alors, souvent, il y a effectivement, l'auteur fait un premier, ou les 2 premiers chapitres sont très génériques et vont vous présenter la médecine traditionnelle chinoise. Donc, les 2 premiers chapitres sont très vulgarisés, très accessibles à tous. Puis après, ça tombe très vite dans des trucs très pointus. Voilà, ça dérape vite sur des choses. C'est compliqué, c'est pas facile. C'est pas facile de trouver un ouvrage suffisamment complet et accessible à tous. Alors néanmoins, il y a dans la série pour les nuls, il y a la médecine traditionnelle chinoise pour les nuls, qui peut être sympa, qui a des côtés sympas, qui est écrit par Jean Pellissier. Ah, je connais, très bon au niveau des aliments aussi. Oui, voilà, Jean, moi j'ai suivi on a le même, pas le même cursus, mais en tout cas la même source. Donc, professeur Léon Cocuen, qui est la même source j'allais dire, d'inspiration médicale. Donc là, ça peut être sympa, regardez le livre de Jean dans la série pour les nuls. Il y a un autre livre, moi, que j'aime bien recommander, c'est celui-ci. Donc, Cédric vous remettra les références, qui s'appelle La médecine chinoise, santé, forme et diététique. C'est un livre du docteur Jean-Marc Essallet. Alors, je le recommande, il est pas mal parce que celui-ci, c'est un livre, on parlait de cycle tout à l'heure, c'est un livre qui va vous permettre de suivre un peu les concepts de la médecine traditionnelle chinoise et c'est présenté tout au long de l'année. Donc, chaque saison, durant l'année, vous avez ce découpage et à chaque saison, donc vous allez avoir qu'est-ce qui se passe pendant la saison au niveau de l'environnement, au niveau du climat, au niveau de qu'est-ce qui doit se produire. Du coup, comment vous devez vous adapter. Donc là, on part vraiment, vous savez, ce qu'on discutait tout à l'heure dans l'esprit de la médecine traditionnelle chinoise ancienne, on part de l'extérieur, c'est-à-dire du climat, de l'univers, et on vient jusqu'à vous. Donc on va vous dire, voilà, à telle saison, et à chacune des saisons, voilà quel est l'équilibre normal du corps, et qu'est-ce que vous devez manger, qu'est-ce que vous devez privilégier, quel mouvement vous devez faire, à quoi vous devez faire attention pour votre santé, alimentation, exercice physique. Et vous avez comme ça une espèce d'agenda perpétuel pour l'année qui peut vous accompagner et qui va progressivement, jour après jour, vous familiariser avec les concepts tout en douceur et je trouve ça assez sympa. Voilà, le concept d'agenda un peu perpétuel avec ce livre est vraiment sympa et en plus il y a des recettes culinaires, il y a des mouvements qui sont proposés, des respirations, et l'auteur est assez pédagogique et à chacune des saisons et ça c'est pas mal. Voilà. Donc ça c'est pour le côté un peu temporel et c'est assez je le trouve bien et c'est un compagnon de l'année. Et puis je voulais en citer un autre, c'est celui-ci. Voilà. Là c'est donc les 101 notions clés de la médecine chinoise qui est aux éditions Très Daniel. Je pense que Cédric vous remettra toutes les liens et les références dont l'auteur c'est Elisabeth Rochat de la Vallée. Alors là, ça s'adresse un petit peu plus, j'allais dire, aux ceux qui ont envie de connaître la médecine chinoise. Mais là, j'ai choisi celui-là, Cédric, parce que peut-être celui-là, ça pourrait être très adapté à ta communauté de sinologues et d'apprentissage du chinois, parce que celui-là est très bien. Alors là, on va vous décrire les idéogrammes, on explique l'idéogramme, d'où vient le terme et comment la perception d'idéogramme. Et il y a à chaque fois, vous avez pour chaque notion de médecine traditionnelle chinoise, vous avez l'origine dans la langue avec l'idéogramme et quel était l'esprit de l'idéogramme et du concept. Et puis, vous avez sa transcription dans la médecine d'aujourd'hui, dans la médecine chinoise
et occidentale avec le lien. Donc ça, pour les gens pour les gens de ta communauté qui s'intéressent et qui poussent un peu l'apprentissage du chinois et de la pensée chinoise. Les 101 notions clés de la médecine chinoise sont vraiment bien. C'est vraiment un outil c'est entre, j'allais dire c'est déjà technique, mais c'est quand même très bien vulgarisé. C'est vraiment les concepts sont vraiment très bien expliqués. Voilà pour ça. Alors après, effectivement, on parlait tous les deux en off, comme je vous disais, effectivement, dans notre actualité. Donc moi aussi, il y a eu un premier livre déjà qui est sorti, donc qui parle des ventouses, qui s'appelle Cupping Therapy. Donc c'est pareil, Cédric vous mettra le lien que vous pouvez vous procurer. Donc c'est un livre qui ne traite pas spécifiquement, qui n'explique pas la médecine traditionnelle chinoise dans son ensemble, mais qui parle là d'une pratique, qui est la pratique des ventouses. Quelle est l'histoire un petit peu des ventouses dans la médecine chinoise et dans le monde, et comment on peut démarrer et pratiquer pour soi-même les ventouses. Alors, mon idée en écrivant ce premier livre, l'idée, en fait, elle a été assez simple. Elle est venue d'un constat, c'est que moi, je pratique les ventouses aussi au cabinet. Et les gens ont toujours été assez surpris de me voir pratiquer ça, parce qu'en France, ça fait partie de genres pratiques assez désuètes et qui sont un peu tombées dans les oubliettes de l'arsenal de santé. Et beaucoup de gens me disent, j'ai vu mes grands-mères qui faisaient ça, et c'était vraiment faisait partie des trucs de grand-mère. Et voilà. Alors, en pratiquant au cabinet, les gens ont été très surpris. Par exemple, sur les problèmes, tu parlais d'asthme, tu parlais tout à l'heure de problèmes allergiques, de problèmes respiratoires. Les gens ont été bluffés vraiment du résultat de ce que ce genre de pratique peut faire, de ce genre d'outils, de ce que les ventouses font sur nous. Et donc, du coup, les gens sont revenus vers moi en me disant, tiens, refais-moi une séance, tout ça. Et puis, mais les gens m'ont dit, mais on peut faire nous-mêmes. Et je leur ai dit, oui, vous pouvez faire vous-même. Et entre les séances, c'est même plutôt bien. Moi, je pousse les gens à pratiquer. Et donc, du coup, les gens m'ont demandé de commencer à organiser, et m'ont dit, mais tu peux pas nous apprendre ça? Je dis, si, je peux vous apprendre ça, à poser des ventouses. Donc, j'ai commencé à organiser des formations ici, chez moi, dans des ateliers de formation, qui ont vraiment rencontré un franc succès. Et puis, donc, l'idée m'est venue après j'ai vu, en fait, au cours des questions au cabinet et au cours des formations, que les gens me posaient souvent les mêmes questions. C'était souvent un peu les mêmes questions comme toujours, des mêmes questions qui reviennent. Et j'ai vu au cabinet quels étaient les besoins des gens. Les besoins des gens. Donc on m'a dit, mais tu veux pas écrire un livre qui nous permettrait de nous référer à ce que tu nous as appris? Et donc l'idée du livre, elle est venue comme ça. C'était pas ça que je voulais écrire en premier, puisque j'avais commencé déjà d'écrire un livre plutôt sur la partie diététique traditionnelle chinoise, puisque là aussi c'est des questions qu'on me pose beaucoup. Et donc du coup, le livre sur les ventouses est sorti en premier par la demande des gens. Alors ça a été aussi un petit peu, si tu veux, facilité par le fait des retours des formations et des questions qu'on me posait. Donc ça a été plutôt, j'allais dire, facile. Et mon livre est un ouvrage vraiment pratique pour que, si vous vous intéressez à cette technique, pour que vous puissiez, même si vous n'avez jamais posé une ventouse, si vous savez pas même est-ce que c'est un point d'acupuncture, si vous savez pas ce que c'est un méridien d'acupuncture, si vous savez pas de quoi il en retourne, si vous avez juste vu ou peut-être pas une ventouse et que vous êtes vraiment débutant dans le sujet, voilà, mon livre est fait pour vous. Il est fait pour vous pouvoir, si vous partez de zéro, débuter. Moi, je suis un peu comme Cédric, je suis plutôt aussi un systémologue aussi. J'ai aussi ce côté-là. Donc, les ateliers de formation m'ont permis, si vous voulez, de voir un petit peu quels étaient les problèmes, quelles étaient les questions des gens, quels étaient les problèmes, et là où il y avait des peurs, et là où il y avait des freins, et là où les gens bloquent. Et souvent, et j'ai vu que les livres qui existaient sur le marché étaient très bien pour les schémas de pause,
pour décrire où c'est que vous devez poser en fonction de telle ou telle pathologie, en fonction de tel ou tel problème de santé. Mais il n'y avait pas de livre qui expliquait le avant, le comment on fait, ne serait-ce que pour choisir du matériel, quelles ventouses je vais acheter, quelles si je n'en ai pas, comment je vais me les procurer, comment je fais, de quoi j'ai besoin, qu'est-ce que je dis à la personne que je vais traiter. Et voilà, il y a des choses, avant même de penser à traiter la personne avec les ventouses, il y a des choses à penser. Et en tant que dans la pratique, il y a des freins. Il y a des freins, il y a des peurs, forcément, hein, puisque beaucoup de gens qui vont se mettre ne sont pas forcément... on vise des gens qui sont pas professionnels de santé. Donc, il y a une question, je pense que tu l'as comme... Il y a des peurs et des freins, comme dans l'enseignement du chinois, je pense que c'est pareil. Il y a des limites qu'on se met. Alors c'est notre esprit, hein, il y a des limites qu'on se met où on se dit non, moi je peux pas pratiquer les ventouses parce que je suis pas médecin, parce que je suis pas kiné, j'ai pas eu une formation sur les muscles, j'ai pas eu voilà. Et mon objectif dans cet ouvrage est de vous montrer que vous pouvez poser des ventouses avec un minimum de connaissances qui sont faciles à acquérir, que vous pouvez déjà poser des ventouses très efficacement avec des résultats excellents dans 80 ou 90% des cas. Dans 80% des cas, vous aurez des résultats excellents. Et puis après, effectivement, dans les 15-20% des cas restants, vous allez avoir besoin d'un expert parce qu'effectivement, là, il va y avoir besoin d'une technicité plus grande, tout ça, qui est vis-à-vis du cas de la personne. Mais dans tous les cas, voilà. Mon idée au travers de ce livre, c'est de vous aider à débuter la pratique et que vous soyez, dès le départ, rassurés pour vous, que vous soyez rassurant pour la personne, que vous sachiez quoi traiter et comment traiter. Oui, puis je confirme, c'est pas si compliqué que ça. Moi, j'ai des ventouses aussi dans la chambre. On se les pose aussi, nous à la maison. Beaucoup de Chinois font ça. C'est vrai qu'il y a beaucoup de questions qu'on se pose en France et puis après on se rend compte que dans beaucoup de familles, ils font ça dans d'autres parties du monde au quotidien, très simplement. C'est rigolo aussi les freins qu'on se met dans la... Ouais. Donc voilà, mon ouvrage est là pour vous aider à vous mettre le pied à l'étrier et vous lancer. Hein, c'est vraiment le. Après, je n'ai pas vocation. Il y a d'autres ouvrages extrêmement bien documentés sur les ventouses sont plus pointus sur les techniques de pose, sur les schémas de pose, Il y a les livres de Daniel Henry entre autres qui sont excellents pour ça. Voilà, c'était pas. Derrière l'ouvrage, c'était aussi une idée aussi comme on le disait tout à l'heure, c'est une idée aussi de vous responsabiliser, parler de cure ou de continuité des soins. Et mon idée, elle est là aussi. Mon idée, elle est de vous donner des outils pour que vous puissiez vous autonomiser et garder à cet esprit qu'on a un peu pas trop en France, mais qu'il faut vraiment qu'on essaie de retrouver, que votre santé, c'est aussi votre responsabilité. Et même avant tout, c'est votre responsabilité. Votre santé, c'est même votre responsabilité dans un premier temps. En premier, oui, tout à fait, merci. Voilà. Et ça en fait partie. Vous formez, pour moi, c'est vraiment, mon message, c'est vous former, c'est vraiment votre responsabilité. Et comme vous devez vous former à une langue, ou vous devez entraîner votre esprit, et vous former à votre santé, apprendre, c'est aussi important. Et votre santé, c'est de votre responsabilité. Tout à fait. Alors, tu as un deuxième ouvrage en cours d'écriture. Je suppose que c'est sur la diététique, du coup, t'en parlais. Voilà, oui, tout à fait. Le deuxième ouvrage en cours qui a été mis du coup en stand-by, qui est sur effectivement au niveau de la diététique. Là encore, dans le même esprit. Il n'a pas encore de titre pour l'instant, mais dans le même esprit, c'est que vous puissiez trouver les clés pour vous-même, pour pouvoir vous faire, comme on disait tout à l'heure, faire votre propre régime. Mon but n'est pas de. Important pour moi aussi. Mon but n'est pas, c'est de vous donner des clés simples pour que vous puissiez trouver votre alimentation. Mon but n'est pas de vous vendre un régime, le régime Okinawa ou le régime paléo ou le régime ce que vous voulez. Celui-là c'est bien, fait celui-là. Non. C'est moins marketing, mais c'est mieux pour vous. Ah, exactement. C'est toujours moins marketing. Ça le fait moins. Il va falloir bosser. Il va falloir expérimenter pour vous. Il va falloir essayer. Voilà. Je pense que c'est pareil pour les langues. T'es le premier à le dire. Il va falloir aussi. On peut pas. Enfin, on peut, mais dans tous les cas, c'est jamais très productif de prendre un modèle comme ça, pris au milieu de nulle part, et vous l'appliquer à vous. Et ça, c'est vraiment. Alors, je comprends aussi cette notion il y a une notion de facilité. On veut, et voilà, et moi aussi, je veux des choses efficaces, et faciles et rapides, et qui me demandent peu de temps, parce que je travaille beaucoup, j'ai beaucoup d'activités, et effectivement.
Moi aussi, je veux des choses faciles et rapides. Je suis comme vous. Mais il y a un moment donné, il faut accepter le fait que vous ne ferez pas l'économie, et en particulier en diététique, et c'est particulièrement vrai, que vous ne ferez pas l'économie d'une certaine recherche et d'une certaine expérimentation pour vous. Donc moi, je vous donnerai les règles générales dans mon livre, je vous donnerai des outils pour que vous puissiez surveiller en vous, dans votre corps, ce que ça fait, pour vous donner des signaux. J'essaierai de vous donner dans le livre, j'essaie de vous donner des signaux, des compteurs, des petites LED, des trucs qui s'allument pour vous donner des alertes, des alarmes, pour vous dire. Tout à fait. Voilà, et pour que vous soyez à l'écoute et que vous ayez des repères pour dire ça c'est bon, ah, ça c'est moins bien pour moi, ça marche. Ah tiens, ce qu'il me propose là, ça marche. Ah pour moi ça marche pas. Et pour que vous puissiez après, au fur et à mesure, vous construire depuis la base des principes diététiques, parce qu'il y a quand même quelques principes à connaître, mais qu'avec ces principes vous puissiez expérimenter et vous faire votre alimentation pour vous, une alimentation santé pour vous. Et vous verrez d'ailleurs, ça peut paraître comme ça compliqué, mais vous verrez après. Vous pouvez avoir du fun quand même, et ça peut être très sympa. Après, une fois que vous connaissez les règles et que vous connaissez ce qui vous convient à vous en termes physiologiques, vous pouvez très bien avoir. Ça n'empêche pas une cuisine créative, et mon but là non plus n'est pas de vous donner des recettes de vous faire manger chinois. Si vous voulez manger chinois, je pense que allez rejoindre Cédric. Il vous indiquera des bons restaurants. Mon but n'est pas là. Venez à la maison. Il vous indiquera d'excellents restaurants. Voilà, c'est pas le but. Le but, c'est vraiment que vous puissiez trouver l'esprit de la diététique chinoise, du diététique santé, avec votre façon de vivre, là où vous vivez, là où vous êtes et là où... Voilà, et puis après, dans l'actualité, il y a aussi d'autres, effectivement, les formations et beaucoup d'autres sujets en route. Oui, alors tu me parlais d'autre chose que tu proposes, qui n'est plus du coup dans les livres et les formations, mais tu lances aussi en ligne quelques produits. Je ne sais pas si tu as des ventouses, comme moi, celles que j'utilise. Par contre, j'ai vu que tu proposais quelque chose pour tout ce qui est, que moi j'utilise aussi d'ailleurs, tout ce qui est musculaire notamment, ça fait du bien pour le dos et pour l'inflammation que j'avais aussi pendant une période. J'utilisais beaucoup des patchs marque Baume du Tigre, qui sont faciles à trouver aussi en Asie, mais qui coûtent un bras en France. Et toi, tu proposes aussi des choses de ce genre-là. On peut en parler. Voilà. Je pense. Oui. On va pas non plus, je vais pas non plus m'étendre sur toutes les possibilités, mais effectivement, il y a plusieurs propositions. Alors, pour répondre à ta question, oui, je peux proposer aux gens des kits de ventouses. Donc, je fais effectivement avec mes fournisseurs chinois qui me vendent mes aiguilles d'acupuncture ou d'autres produits. Je fais souvent des commandes et j'ai ici un petit peu de stock puisque pareil pour les formations, je propose aussi j'inclus dans les formations un kit de ventouses pour que les gens puissent vraiment démarrer pareil dans l'esprit, qu'ils puissent démarrer très vite. Donc effectivement, je peux vendre aussi des ventouses pneumatiques comme tu dois avoir. J'ai des fournisseurs aussi, après j'indique dans mon livre aussi des fournisseurs qui vendent des ventouses en verre pour la pose de ventouses à chaud. Et puis effectivement, complexe à la maison, ça. C'est un peu plus complexe, mais moi dans mes formations, je l'enseigne aussi la pose de ventouses à chaud parce que ma femme le fait, mais moi, je suis moins confiant. Voilà, là c'est pareil. Voilà, là il y a des peurs, il y a des choses à passer. Les pneumatiques, par contre, il y a plus de peur, tu vois. Il y a plus de peur et là ça marche. Voilà, donc c'est. Et puis après, effectivement, je vends d'autres produits. Et effectivement, je propose à la distribution d'autres produits, comme effectivement des produits pour traiter la douleur. Alors l'idée, encore une fois, moi mon idée, elle est pas de proposer entre guillemets tout et n'importe quoi. Par contre, ce que je propose, c'est si je n'ai pas d'équivalent ici en France, par exemple pour les patchs, je sais qu'en Chine, ils sont les patchs, c'est quelque chose qui est très développé. Et pour tout, pas que pour les douleurs. En Asie, vous trouvez des patchs. Cataplasmes différents. Voilà, les cataplasmes sont quelque chose qui reste très vivant dans la médecine. En France, nous, les cataplasmes, c'est quelque chose qui a été vraiment oublié. Et même les bouillottes, tu sais, les bouillottes, c'est bête, mais il y a plein de gens qui les utilisent plus en France, quoi. Enfin, bon. Oui, voilà. Donc moi, d'une manière générale, au cabinet et quand je propose des produits, mon idée n'est pas de proposer des trucs de faire venir d'Asie, des trucs qui existent et
qui sont bons en France. S'il y a quelque chose de correct, on utilise quelque chose ici qui existe et c'est tout à fait OK. Mais par exemple, on en parlait tout à l'heure, tu en parlais de ce que voilà, c'est des choses comme ça. Tu parlais des patchs pour les douleurs musculaires, par exemple. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose que je distribue ici parce qu'effectivement, les patchs au piment, c'est quelque chose qui était. Alors c'était utilisé, mais ça ne l'est plus. Je sais que ça existait en France. Ça existait en France. Ça, ce qui est marrant, c'est que des choses comme ça, comme les bouillottes ou certains catapans que ma grand-mère utilisait, on les trouve plus, quoi. On les trouve plus. Voilà, ça existait les patchs au capsicum, les patchs au piment, capsicum annuum. Vous les trouviez jusque dans les années 96, 17, 18. Et puis après, ça a été fini. Donc voilà, donc ça, c'est des choses qui sont, et c'est dommage parce que c'est des choses vraiment, vraiment très efficaces, très naturelles. C'est des produits, vous avez du camphre, vous avez l'extrait de capsicum annuum, de piment, et c'est des choses effectivement très très efficaces et qui peuvent être vraiment en complément, qui veut être vraiment un traitement naturel, antidouleur, qui va vraiment vous aider. Et en plus, ce qui ne gâche rien, si tu es utilisateur, toi, Cédric, tu sais ça, c'est vraiment du coup côté pratique, c'est vraiment efficace puisque vous allez patcher, vraiment savoir un effet. Les patchs sont intéressants parce que ça a vraiment un effet local, ça agit vraiment là où se trouve votre problématique. Vous n'êtes pas du coup obligé de manger des anti-inflammatoires qui vont vous bousiller l'estomac, qui vont avoir des effets assez indésirables. Il y a vraiment une action loco-régionale qui est vraiment très forte. Qui est vraiment très efficace pour ça. Et puis, voilà, ça va vous permettre vraiment de vous aider et d'une manière simple. Vous posez le patch. Alors, il y a des, c'est bien expliqué. Et puis, il y a des choses à faire attention. Mais vous posez le patch. Et puis, j'allais dire, vous, entre guillemets, vous l'oubliez. Ça ne vous prend pas. Pour les gens qui sont pressés et dans nos vies qui sont un peu bousculées, c'est une technique qui est en plus qui est vraiment très. On n'a pas trop le choix dans nos vies actuelles. On est obligé, par exemple, d'aller se poser devant un ordinateur pour aller faire sa journée de travail, tu vois. T'as pas le choix parfois, tu vois. Et c'est des choses qui aident énormément. Enfin, moi, j'en ai beaucoup utilisé pendant une période. Je bossais beaucoup sur l'ordinateur, tu vois, au niveau du haut du dos là. Et ouais, ça fait un bien fou, quoi. Et c'est simple et efficace. Ça, c'est un des rares trucs, qui sont simples et efficaces. Ouais. Simple et efficace. Qu'on trouve plus du coup. Mais qu'on trouve plus. C'est malheureux. C'est malheureux. Ouais. Ok. Et donc voilà. Toi, tu proposes ça sur ton site internet, je suppose? Alors moi, je propose ça sur le site internet. J'avais proposé ça au début. C'était à la vente ici. C'était proposé à mes patients directement au cabinet. Et puis ça va être c'est reproposé ça sur le site internet. Puis comme on discutait en off tout à l'heure, je t'avais fait la proposition que s'il y a des personnes en France de ta communauté qui ont envie de tester ce genre de produit, par exemple, et si vous n'avez jamais été en Asie et que vous n'avez pas eu la chance, comme Cédric, d'avoir à disposition des officines pour vous fournir ça, eh bien, faites-moi le savoir. Moi, je vous enverrai avec plaisir un échantillon. Je vous envoie par courrier, par la poste, je peux vous envoyer gracieusement un petit échantillon. Comme ça, vous verrez, vous pourrez vérifier les dires de Cédric. Et vous pourrez constater aussi que c'est particulièrement efficace pour vous. Ça marche, on mettra un lien dans la description de la vidéo avec toutes les autres choses. Ça marche, effectivement, c'est pas mal de choses comme ça qu'on a évoquées sur la médecine chinoise et c'est bien parce que malheureusement, les bonnes informations sont dures à trouver. Donc, merci beaucoup pour ton intervention, Laurent. Merci en tout cas, merci de m'avoir invité ce matin. Et je constate aussi que tu vois, les questions qui te sont posées sont des questions un peu récurrentes puisque je les ai aussi au cabinet. Et ça me fait dire quand même qu'il y a quand même un manque de réponse et de communication là-dessus et que les gens ont besoin effectivement d'être informés à ce sujet. Ça. Pour moi, ça me fait bizarre. Après, tu vois, moi, la spécialité, c'est plus l'enseignement du chinois, l'import-export, ce genre de choses. Mais les gens, comme ils ont que moi comme référence sur Internet dans la thématique de la Chine et du chinois, ils me posent toutes ces questions-là. Et c'est vrai que pour moi aussi, ça me fait plaisir d'avoir enfin quelqu'un qui intervient sur la chaîne et qui peut répondre
de manière un peu plus poussée que moi, parce que moi, même si j'ai vécu la médecine chinoise en Chine, tu vois, j'ai pas de formation là-dedans, j'ai rien, quoi. Donc pour ça, un grand merci, Laurent. Merci à toi et merci à vous de nous avoir écoutés ce matin. Ça marche. Sur ce, eh bien, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Et si vous voulez d'autres précisions, laissez un petit commentaire en dessous et n'oubliez pas de checker tous les liens dans la description. À très vite pour une autre vidéo. Bye bye.